Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Léa. Bonjour Léa. Salut Evelyne. Salut les consciences éveillées. Ou en éveil. Exactement, c'est vraiment une communauté qui, je pense, doit te parler pour le coup. Complètement. Alors, je vais bien sûr te présenter dans les grandes lignes, mais après, je te laisserai te présenter, puis surtout présenter ton parcours. Je sais que tu as un parcours hyper inspirant, que tu es nomade, mais justement, tu vas nous en dire plus. Donc Léa, tu accompagnes les personnes à s'initier à la pleine conscience bouddhiste et à la méditation. Tu proposes également des soins énergétiques et des guidances intuitives. Mais on va pouvoir aussi revenir sur ce sujet par la suite. Tu es aussi donc formée en tant que maître Reiki. Donc ça aussi, on va y revenir parce que c'est hyper intéressant. Et donc, il me semble que tu avais formé aussi une école en ligne qui s'appelle l'âme, donc l'école de l'âme. Oui, et en fait, qui s'appelle très exactement The Brave Life. Mais l'école de l'âme rassemble toutes les formations un petit peu, mais l'autre, avec le mentorat plus long, c'est The Brave Life, la vie courageuse, également. Justement, ma première question, c'était, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton cheminement et de justement tout ce qui t'a amené à faire ce que tu fais actuellement? Et ensuite, on reviendra bien sûr sur le Reiki, la pleine présence. Je te laisse vraiment, libre. Tu peux dire ce que tu veux. On t'écoute. Super, allons-y. Alors, par quoi commencer? Ce que je peux dire déjà, c'est que je n'ai pas connu d'éveil spirituel comme on peut entendre, aujourd'hui, ce fameux éveil spirituel, parce que je suis née connectée au divin. C'est comme si Mmh j'étais mh. née éveillée spirituellement et avec cette connexion aux anges, au divin, à la spiritualité, au centre d'énergie. Donc c'est pas quelque chose qui est venu frapper à ma porte du jour au lendemain où ça m'a surprise, c'est-à-dire que ça a été vraiment crescendo, depuis l'enfance où je n'arrivais pas à lire ou à suivre, les autres courants de pensée ou à m'intéresser à autre chose que quelle est la vérité? Pourquoi je suis là? Et ça, depuis que j'ai 9-10 ans, en fait. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? À regarder le ciel, à remercier les anges, à être, voilà, j'ai des jeux de cartes qui datent, qui sont plus vieux que moi, hein, des cartes d'anges avec lesquelles ma mère m'a bien gentiment éduquée et fait évoluer. Donc, ça a commencé comme ça, c'était déjà là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une enfance assez atypique puisque j'ai grandi avec 2 femmes. Ma maman était en couple avec une femme à l'époque et mon papa, qui lui est indien pakistanais, a été un petit peu mon géniteur puisqu'il a décidé volontairement de ne pas faire partie de ma vie, de ne pas me reconnaître ni à la mairie ni nulle part. Donc de mettre un petit peu sa fille de côté parce que lui avait voilà ses choix personnels et sa vie. Donc j'ai grandi sans cette figure paternelle et masculine, mais dans l'énergie de 2 femmes et de Mmh 2 mamans, si on veut. Donc il y avait déjà ce chemin de vie atypique où je me sentais un petit peu différente. mh. Je rentrais pas dans les cases, même quand il fallait remplir
un dossier ou un document, nom du père, style de vie, etc. Je comprenais rien. Je me disais, mais il manque quelque chose. Et en même temps, de par mon physique et ma couleur de peau, il était très clair que j'avais des origines qui venaient d'ailleurs, mais j'arrivais pas à connecter et à savoir ce que ça signifiait pour moi par rapport à la culture. Néanmoins, j'ai très vite compris que ma spiritualité me menait vers l'Asie, vers cette partie de moi qui fait partie de moi, en fait, qui coule dans mes veines et qui a toujours été là. Donc, très rapidement, intéressée à la spiritualité. Très rapidement, j'ai pas fait de thérapie traditionnelle. J'ai commencé très tôt avec des thérapies spirituelles, des soins énergétiques, rencontres de magnétiseurs, de guérisseurs, des retraites bouddhistes. Simplement, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré Amma. Après, à 20 ans, 22, 23 ans, j'allais en week-end faire des retraites bouddhistes dans des temples. Donc voilà, j'avais déjà un chemin de vie assez différent. Et comment c'est arrivé ce que je fais aujourd'hui? Ça m'a trouvée. Dans le sens où, voilà, à l'époque, j'ai commencé plus sérieusement il y a 5 ans. Donc, quand j'étais à New York, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, au Mexique. J'ai beaucoup voyagé en Asie et c'est un peu ma mission de vie qui est venue me chercher. Je traversais une rupture amoureuse qui était très difficile et voilà, j'ai encore demandé au ciel, j'ai prié, si on veut dire, j'ai ouvert mes mains et j'ai dit, mais j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Je suis prête à m'aider moi-même. Offrez-moi un outil que je vais pouvoir utiliser toute seule, sans besoin de quelqu'un, sans besoin d'un objet, sans besoin d'être dans un endroit particulier. Je recherche un outil de guérison avec lequel je peux être complètement autonome. Et la même semaine, 3 personnes me parlent du Reiki. Et je n'avais jamais entendu parler de Reiki. Moi, j'étais sur un chemin spirituel, mais je n'étais pas hyper concentrée sur les modalités, sur les pratiques. Enfin, j'étais connectée au divin, mais je ne cherchais pas, en fait. J'étais vraiment pas en quête de plus ou de choses concrètes. Et donc, j'ai fini par rencontrer Salima, faire un soin Reiki avec elle. Et elle me dit, mais Léa, j'offre le premier niveau ce week-end. Si tu as envie de te former, je pense que tu es prête. J'y vais. Rapide, ouais. Hyper rapide, immédiat. La voie est tracée. Je passe mon premier niveau. Elle me dit, Léa, tu canalises l'énergie de Gaïa, de Mère Nature. Il faut absolument que tu continues. Voilà, ne lâche pas le Reiki. Et en même temps, Salima est meilleure amie de Jess, qui lui est ancien moine bouddhiste en Thaïlande, qui est canadien, mais qui a voué toute sa vie, toutes ses études au bouddhisme, qui est marié à une Thaïlandaise et qui vit entre le Canada et la Thaïlande. Et elle me fait une lecture d'âme et elle me dit, Léa, il faut que tu ailles en Thaïlande apprendre avec eux. On l'a tous, hein, mais ton cœur a le potentiel d'atteindre une pleine libération, en tout cas peut-être l'équanimité si tu le veux dans cette vie. À ce moment-là, moi, je connais rien à la pleine conscience bouddhiste, à Vipassana, à tous ces concepts. Mais je me rends à l'évidence que quand la vie m'invite à vivre quelque chose, c'est qu'il y a une force plus grande qui est en train de me guider. Ouais. Donc, à partir de là, voilà, tout ça s'est concrétisé il y a à peu près 5 ans, quand j'étais au Canada. D'accord. Et après, j'ai fait ma première retraite Vipassana. Ensuite, j'ai commencé à me former à la pleine conscience bouddhiste pour cette année rencontrer le Dalai Lama en personne et rencontrer en Thaïlande des moines qui ont atteint la pleine illumination du Bouddha, par exemple. Waouh, c'est super inspirant. Ouais, c'est incroyable. Je me sens très chanceuse et bénie d'être sur ce chemin. Et en même temps, je pense que j'ai eu le courage de me rendre à ce destin un peu plus grand que moi. Et même petite, quand je voyais ces femmes qui avaient des dons, tu sais, intuitifs, qui étaient assez éveillées, je me disais, waouh, j'aimerais trop être comme elle. Et ça m'a montré la voie, en fait. Ouais, en fait, tu as vraiment su aussi écouter les signes, t'écouter toi et puis vraiment, te dire: «Allez, j'y vais», quoi. Dès qu'il y a des synchronicités, des messages qui se présentent à moi, je les écoute. Ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper chouette parce que du coup, tu es à ta juste place. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, le fameux Vipassana, en quoi ça consiste? Et aussi comment toi, en tant que novice, bon maintenant il y a plusieurs années, mais comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que je sais que le Vipassana, c'est quand même quelque chose qui est très intense. Est-ce que tu peux nous partager aussi cette première expérience? Bien sûr.
Donc, globalement, il y a plusieurs enseignements. Alors, il y a celui de S.N. Goenka, celui qu'on connaît dans le monde entier avec les retraites de 10 jours. Maintenant, j'ai basculé avec l'étude et avec mes mentors qui sont en Thaïlande aussi. C'est le même courant, c'est le bouddhisme Theravada, qui est le bouddhisme des anciens, au plus proche des enseignements du Bouddha. Néanmoins, les enseignements sont un peu plus différents, ceux que je partage aujourd'hui. Mais la pratique est la même. Vipassana, ça signifie la sagesse. C'est la vision pénétrante, la vision transperçante qui vient, c'est un peu un état, une énergie, une force intérieure qui arrive à se détacher assez des forces du corps et de l'esprit pour observer et contempler la vérité. Et donc, ce qu'on nous fait contempler dans cette vérité, il y a 3 aspects à reconnaître qu'on peut seulement reconnaître avec le cœur et non pas avec le mental. Avec le mental, on peut se dire oui, j'ai compris, mais c'est le cœur qui doit reconnaître ça. La première étant l'impermanence des choses. La deuxième étant la souffrance ou l'insatisfaction, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne sera pas pleinement satisfait de ce qui se passe dans ce corps et dans cet esprit, puisque le corps va vieillir, va souffrir, va mourir. Nous allons perdre les gens que nous aimons, nous allons un petit peu perdre tout ce que nous aimons et tous ceux auxquels nous sommes attachés dans ce monde, n'est-ce pas ? Et la troisième chose, qui est un peu en parallèle de l'hindouisme, où il y a une croyance qu'il y a un grand soi supérieur, dans le bouddhisme, il y a la croyance qu'il n'y a pas de soi, absolument pas de soi. Que ce corps, cet esprit n'est pas moi et qu'il ne m'appartient pas. Ce sont les possessions des lois de la nature. Mais nous sommes à l'intérieur pour vivre cette expérience et nous permettre de la transcender afin de retourner à cette illumination qui est, je ne peux pas vous l'expliquer puisque je ne l'ai pas encore vécu, sinon je vous l'expliquerai peut-être un jour, mais de ce que j'ai compris pour avoir été en contact et apprendre de ces maîtres qui l'ont atteint, on me dit que ces personnes-là marchent sur des nuages un petit peu et qui sont retournées à la source et à l'univers. Que leur conscience retourne à la maison mère, la source, l'univers, le divin. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'il reste ? Il n'y a plus de soi dans le sens où il n'y a même plus d'affection pour les propres besoins. On prend soin du corps, bien sûr, aller aux toilettes, manger, se nourrir, se reposer, mais ces personnes-là sont uniquement dans le don, la transmission, et leur conscience est déjà retournée à la maison, c'est-à-dire qu'ils ne se réincarneront jamais. Ils sont sortis du cycle de mort et de renaissance. Et nous, la souffrance, elle est comprise dans ce cycle de mort, de renaissance, à répétition. Et tant qu'on n'a pas atteint cette illumination, en fait, il y a une ligne finale, en fait, à tout ça. Et parfois, on se dit, on est là, on est des êtres humains, on ne sait pas vers quoi on va, il n'y a peut-être pas de but de vie. Moi, je crois en tout cas, en choisissant de croire en cette pratique ou cette guidance, de me dire qu'il y a une ligne finale qui est la pleine illumination, qui est la vibration spirituelle la plus haute, qui est la pleine liberté, qui est le plein retour au soi ou à cette source divine qui est là, en fait. Donc, il y a une ligne finale. Et si on choisit d'entreprendre ce chemin, on s'approche petit à petit, peut-être pas dans cette vie, peut-être pas dans les suivantes, mais tous les efforts qui sont mis en œuvre dans cette vie présente maintenant sont comptés. Hyper inspirant. J'avais une question aussi, tu sais, par rapport au fait de s'engager dans cette voie. Est-ce qu'il faut de ce fait automatiquement prendre refuge, enfin, tu vois, avoir vraiment une personne ou qu'un maître spirituel qui nous guide, qui nous accompagne? Je me doute que ça doit faire partie du process en tout cas. Oui, alors en fait, j'ai même pas complètement répondu à ta question tout à l'heure. Tu m'as demandé les 10 jours Vipassana. Je voulais juste te dire que on y reviendra. Moi, ça a été facile et fluide parce que le silence et la méditation, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Ce qui était difficile, c'était plus par rapport au corps physique, le fait d'être assise et de ne pas pouvoir faire de sport ou s'étirer autre que la marche. Mais voilà, ça, c'est chacun qui vit son expérience selon son niveau de conscience ou ce qu'elle est prête à vivre. Mais non, ce n'est pas difficile si on y va avec la conscience. Maintenant, le bouddhisme, pour moi, c'est un chemin de vie. C'est une voie qu'on entreprend. Au même titre qu'on pourrait choisir d'être acteur et de dévouer toute sa carrière à être acteur ou d'être écrivain et de passer sa vie à écrire des livres.
moi, j'en fais ma priorité. Ce chemin spirituel en est la priorité. En effet, dans le bouddhisme, on prend refuge dans les 3 joyaux. Et c'est quelque chose qui peut être fait dans un temple auprès d'un maître. Moi, je ne l'ai pas fait et c'est pas nécessaire pour le bouddhisme Theravada, mais on prend refuge dans le Bouddha, dans le Dhamma qui est les enseignements du Bouddha et la loi de la nature et le chemin que l'on pratique, et la Sangha qui est la communauté de disciples et de pratiquants. Et moi, je prends refuge tous les jours puisque à chaque début de méditation, tous les jours, je rends hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Maintenant, et si pour les personnes qui nous écoutent vont en Thaïlande et sont intéressées par cette forme de bouddhisme, je me suis engagée envers moi-même à suivre 5 préceptes de moralité. Et ça, c'est ce qui nous engage, entre guillemets, et ce qui nous garde dans cette ligne de conduite et ce qui nous empêche de créer du karma négatif. Parce que c'est aussi important d'aller racheter son karma négatif, dans le sens nous avons fait du mal, on va récolter le mal qui a été causé. Et si on a causé du bien, on récolte aussi le bien. Et l'idée dans ce chemin, c'est de causer du bien, de récolter un maximum de bien et voilà, de propager le bien. Et donc, ces 5 préceptes de moralité sont: premier, ne pas prendre d'intoxicants, de drogue ou d'alcool. Le deuxième, ne pas tuer. Donc, même un moustique, voilà, je dois me... Et c'est pas ne pas... c'est interdit, c'est se réfréner. Il est entendu se réfréner. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois de tuer des moustiques sans faire exprès parce que mon corps va taper au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà. Si tu veux que je reprenne les 5 préceptes de moralité. Donc, le premier qui est ne pas prendre ou consommer d'intoxicants, et en ce sens, se réfréner, c'est pas tu ne dois pas ou c'est pas un commandement, c'est une consigne de vie en fait. Encore une fois, pour nous protéger nous-mêmes et de nos esprits qui veulent un petit peu faire ce que bon leur semble et qui sont pas toujours bien câblés. Donc, pas d'intoxicants, ne pas tuer, ne pas mentir. Donc, pareil, se réfréner de mentir en conscience, parce que parfois on va peut-être dire une chose qui est erronée et sans faire exprès, on va mentir, mais ce n'est pas vraiment un mensonge puisque c'est pas créé en conscience et dans la conscience de mentir. Ne pas tromper, donc dans la relation de couple, si on est en relation engagée auprès de quelqu'un, ne pas tromper. Et le dernier est ne pas voler ou prendre ce qui ne nous appartient pas sans l'accord de la personne. Donc ça, si on veut vraiment entamer ce chemin, c'est pas compatible de se dire qu'on va méditer tous les jours et aller se bourrer la tronche la veille. Ouais. Et au même titre que quand je vois des praticiens qui travaillent l'énergétique et qui boivent de l'alcool et qui vont aller nettoyer les gens énergétiquement, pour moi, c'est pas concevable en fait. Ça ne va pas du tout ensemble et à un moment donné, il faut faire un choix. Même si aujourd'hui, on se dit oui, un petit verre par-ci, par-là, ça, c'est encore, je pense, un détournement de notre esprit qui veut quand même pousser un petit peu, mais normalement, en tant que soigneur, que guérisseur, que thérapeute, etc., en tout cas, moi, c'est ce que je respecte, et encore une fois, c'est pas un commandement, mais moi, je m'engage à ne pas consommer d'intoxicants ou de choses qui viennent altérer mon énergie ou brouiller les pistes ou voilà, causer de la peine, du mal à mes capacités psychiques. D'accord, et en plus de ça, ça m'évoque, tu sais, le fait que, l'alcool, en fait, ça vient vraiment, rétrécir ton champ de conscience. Donc ça doit jouer aussi sur, justement, tu vois, ta faculté à recevoir des informations et de faire canal. Ça Bien aussi. sûr, et puis typiquement, regarde, si on regarde ces 5 préceptes de moralité, quand on est sous alcool, on peut peut-être faire du mal à quelqu'un par nos mots, par nos gestes. On va peut-être voler un verre qui ne nous appartient pas. Donc en fait, on va aller se causer nous-mêmes. Encore une fois, dans le bouddhisme Theravada, à l'opposé ou en différenciation au bouddhisme zen ou tibétain, où le bouddhisme zen est vraiment dans l'objectif de la compassion et du bodhisattva. Donc, dans ce cas-là, il y a réincarnation, mais dans le bouddhisme Theravada, on cherche la pleine illumination, mais la libération des souffrances personnelles. Donc, en ce sens, on travaille avant tout sur notre intérieur. Et donc, ce qu'on fait en ne prenant pas d'intoxicants, on se protège nous-mêmes des réactions qui vont être incontrôlables sous alcool. Et je dis ça, j'ai travaillé pour une marque de boissons énergisantes et mon métier était de boire des vodkas
blablabla tous les soirs et voilà, d'ingurgiter beaucoup Mmh. d'alcool. Et j'ai appris de cette vie Ouais. précédente. Ça n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai fait ces Mmh. choix et je m'engage pour mon métier, pour mon être et pour le chemin spirituel qui passe avant tout pour moi. Donc voilà, Mmh. ce seraient ces 5 préceptes de moralité si une personne veut commencer à suivre ce chemin un petit peu lumineux. Ce sont un petit peu les codes. Et quand on va en Thaïlande, par exemple, j'adore être en Thaïlande parce que les gens comprennent ça. Ils suivent ces préceptes. Pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas, c'est connu là-bas. Mmh. La langue. Et donc toi qui pratiques et en plus de ça qui transmets donc aujourd'hui tous ces outils, comment est-ce que toi tu te sens alors dans ton évolution, dans ton cheminement, tu sais, dans tes pratiques quotidiennes? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de transformation de ton esprit? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Ouais, bien sûr. Et en fait, déjà, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que c'est pas un quick fix, c'est pas une pratique qu'on va utiliser ou qu'on va appliquer pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les challenges de 21 jours, ça ne marche pas. C'est une pratique de vie, c'est un choix de travailler son esprit en ce sens. Et je recommande vraiment d'au moins y passer 3 à 6 mois pour commencer à avoir des résultats. Ma dernière expérience était la plus flagrante, c'était en Thaïlande, justement. J'étais à l'aéroport et je lisais un livre justement d'un moine bouddhiste thaïlandais et d'un coup, Mmh. et j'ai eu confirmation par mon mentor, d'un coup, mon cœur, on va dire, je vais parler de mon cœur, s'est mis à pratiquer Vipassana de lui-même. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui se Oui. ressent, mais il s'est mis en retrait, il s'est mis à contempler ce qui se passait à l'intérieur. Comme si Léa, l'avatar de Léa, son corps, son esprit, ses Mmh. sensations, ses émotions, ses pensées, n'étaient plus du tout moi et que cette force intérieure qui est au plus proche de qui nous sommes, hein, arrivait à voir à quel point j'étais pas en contrôle des pensées, à quel point les choses se manifestaient à l'intérieur de moi de leur propre cause, dans leur propre mécanisme, comme si le corps et l'esprit étaient 2 êtres à part entière sur lesquels je n'avais absolument aucun contrôle. Et donc ça a duré à peu près 2 heures, 1 heure à 2 heures. Et je me suis assise et donc je suis arrivée dans l'avion, j'ai fermé mes yeux et j'étais heureuse. Mais je peux pas vous expliquer le Mmh. niveau de bonheur que j'ai ressenti. C'est au-delà du bonheur d'un mariage, d'avoir un enfant, Oui. d'accomplir, de gagner 100 000 €. Ouais. C'est la sensation de bonheur et de Mmh. libération. Et là, quand j'en parle, j'ai le cœur qui vibre. C'était au-delà de tout ce qu'on peut ressentir en attachement aux choses du monde. Et D'accord. on nous dit toujours: «Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde». Mmh mh. Et là, tout s'est détaché de tout ce qui appartenait au monde, les succès, les possessions, les relations, tout ça, ça n'avait plus d'importance. C'était au-dessus de ça. C'était un état transcendant. Et ça s'est arrêté puisque je ne suis pas en contrôle de Vipassana non plus. Mmh. C'est parti et voilà, je suis revenue perdue dans les pensées, et cetera. Donc ça D'accord. a été une expérience hyper flagrante dans le sens où ça s'est invité, la force, la pratique, l'état vipassana s'est mis en route de lui-même à l'intérieur et je Mmh. n'avais aucun contrôle et le niveau de bonheur était l'un des plus puissants de tout ce que j'ai pu ressentir auparavant. Mmh. Et Waouh. la dernière fois, c'était la semaine dernière où, suite à ça, j'ai passé 4 mois avec une pratique, pour moi qui ne convient pas à mon esprit, en fait, que j'ai trouvée, inintéressante, où il se passait rien. Mais puisqu'il ne faut rien lâcher, j'ai continué. Et cette semaine, pareil, l'état de Vipassana est revenu. Et là, c'était une forme de force intérieure, d'amour qui était capable d'absorber toute souffrance. C'est-à-dire que cette force était tellement grande d'acceptation, d'amour, de libération, de présence. C'était une présence d'amour que tous les états transitoires, les pensées d'auto-sabotage ou les émotions Mmh. douloureuses de frustration, de colère, voilà, de haine ou tout ce qui pouvait passer, eh ben, c'était absorbé par cette énergie et cette présence d'amour plus grande. Mmh. Et ça, c'était c'est juste incroyable, c'est inexplicable, c'est quelque chose qui se vit
Et en même temps, j'ai eu des phases de up and down. Et Ouais. ça fait ma première retraite, c'était en 2020, ça va faire 4 ans que je pratique assidûment tous les jours et je médite aujourd'hui 45 minutes par jour. D'accord. C'est mon minimum. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la pratique de pleine conscience, c'est pas la méditation. Mmh. La pratique de pleine conscience, c'est là maintenant, je suis en conscience de mon corps qui bouge, des mains qui bougent. Ouais. Là maintenant, je suis en conscience de l'énergie qui se passe dans le cœur. Et c'est s'entraîner au quotidien à être en présence de ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit et de nuancer ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Et c'est là où ça a changé ma vie. C'est D'accord. qu'avant, je croyais que j'étais l'émotion. Je croyais que j'étais ce que me disait la pensée, les voix dans la tête. Aujourd'hui, il y a encore des fois où je suis perdue, c'est normal, Mmh. mais il y a ce moment de rabattement, de lucidité, de « Ah, observe ce qui est en train de se passer ». Et là, on reprend son pouvoir personnel parce qu'on a le choix, en fait. Mmh. Ouais. D'accord, ouais, tu arrives vraiment à ressentir, en fait. C'est même, au-delà de l'intellectualiser, enfin, c'est Tu vraiment un ressens tout. ressenti par rapport à l'expérience et la Exactement, pratique et la discipline. exactement, C'est vraiment une exactement. question de discipline, quoi, d'être régulier. Et en fait, il y a pas d'erreur possible. C'est-à-dire que si on a la bonne pratique et comme tu dis, oui, il faut un mentor parce que le Bouddha, lui, s'est illuminé de lui-même, sans mentor, sans enseignement. Mais nous, on a besoin. On a besoin d'un mentor, d'un guide, des enseignements. Et c'est en ce sens où la pratique, elle est évolutive et c'est important de la cultiver au quotidien parce qu'elle porte ses fruits et c'est obligatoire. C'est garanti qu'il y ait des fruits si on marche le chemin puisque le Bouddha a tracé le chemin pour nous, en fait. Mmh. Ouais. En fait, c'est quand j'ai compris ça et que j'ai trouvé cette ressource, je me suis dit, mais j'ai plus besoin de chercher ailleurs sur le chemin spirituel puisque il y a une formule avec une ligne d'arrivée. Mmh. Et elle existe et elle est pratiquée et il y a des gens qui ont atteint cette ligne d'arrivée et j'ai rencontré personnellement ces personnes-là. Et c'est pas pour me faire mousser ou autre, c'est plus, Mmh. non, en fait, il y a quelque chose qui existe, qui est camouflé, qui n'est pas mis en avant, qu'on va catégoriser d'une religion ou peut-être d'une secte ou autre. Et je peux te garantir que dans mon intégrité et pureté de cœur, pour avoir cherché de nombreuses modalités, celle-ci, c'est la plus pure et la plus authentique et la plus vraie que j'ai pu rencontrer dans ce cheminement. Et j'y crois dur comme fer. Donc, il y a un chemin qui est tracé si on applique les enseignements. Mmh. En fait, c'est comme s'il y avait une formule mathématique qui donnait un résultat. Et ben, en fait, il n'y a plus qu'à appliquer la formule, quoi. Il n'y a Ouais. pas à chercher midi à 14h. Mmh. Maintenant, c'est un chemin de vie, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. On va peut-être pas y arriver dans cette vie, on va se réincarner. On va recommencer. Peut-être que dans la vie suivante, je vais me réincarner en tant que jeune Thaï. Je vais naître en Thaïlande et pouvoir, ou d'autres personnes. Et on va peut-être pouvoir se réincarner dans des conditions encore plus favorables pour poursuivre le chemin. Mmh. Je rebondis sur, bah, tu sais, le mot enseignement. Mmh. En fait, c'est vrai que c'est quand même une pratique qui a fait ses preuves, hein. On voit bien que ça fait, mon Dieu, des millénaires, on en parle. 2500 ans. C'est impressionnant et c'est vrai que, tu vois, la dernière fois, j'étais allée dans un temple bouddhiste et en discutant avec une dame donc qui, pour le coup, elle avait pris refuge, auprès de son maître, en Bien fait, elle sûr. m'expliquait que, c'était bien de méditer, mais attention, tu sais, des fois, tu as envie de méditer, tu es chez toi et tu sais pas trop par où commencer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, la pleine conscience, c'est quand même tu le vois sur les réseaux, ça explose. On voit bien qu'il y a un mal-être, voilà, enfin intergénérationnel où il y a énormément de stress et de pollution dans cette société. Donc mentalement, forcément, on Mmh. essaye aussi de trouver des solutions parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui pèche. Et donc, tu vois, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'initient aussi vers la pleine conscience, qui s'intéressent à la méditation et en même temps, cette dame expliquait l'importance justement de suivre des enseignements qui avaient fait ses preuves. Et c'est Oui. là où je me suis dit: «Mais oui, effectivement, ça a du sens de suivre quelque chose et de se dire que ça fait longtemps que ça existe et je peux faire confiance». Ouais, et c'est génial
qu'on ait un peu ce même insight et ce même discours, dans le sens où moi, depuis 4 ans, je regarde les lives de notre grand maître en Thaïlande, qui sont maintenant traduits en anglais. Je fais des retraites à la journée avec mon mentor. Voilà, même si c'est en digital, j'ai fait des retraites au Canada. Là, je repars en retraite en Thaïlande. C'est-à-dire que c'est une dévotion, c'est un chemin et qui prend du temps, mais c'est un mélange avant tout de la pratique personnelle, mais que cette pratique soit correcte. Et on parle de Samma Sati. Sati, ça veut dire mindfulness, pleine conscience en pali. Et Samma, ça veut dire correct. Et j'insiste sur le correct parce qu'aujourd'hui, je vois plein de trucs où des personnes te font regarder ton cristal pendant 1 heure et te faire croire que ça, c'est de la pleine conscience. Ça, c'est de la concentration forcée. La pleine conscience, c'est laisser son esprit être naturel. Et c'est là ce que tu as compris dans ce que j'explique, c'est que je suis en conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur et je ressens. Et nos mentors nous disent, ressentez, laissez-vous être naturel. Et au début, on m'avait dit, arrête de changer ce que tu ressens pour te sentir mieux avec toi-même. On m'a dit, arrête d'essayer de manipuler ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te sentir mieux ou te faire croire que tu es cette bonne personne. Tu l'es déjà, en fait. Ouais. Et on passe notre temps à manipuler et à interférer pour modifier l'esprit et le corps pour qu'ils rentrent dans un moule qu'on n'a même pas nous créé ou décidé, et ce qui est complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas de contrôle. On va tous vers la même direction. Le corps et ce qu'on a là, ça va dans la tombe en fait. Ouais. Ouais. Ça va dans la tombe. Il n'y a absolument rien qui reste en dehors de la qualité de ta conscience, du karma que tu as cultivé. Et voilà, et des bonnes choses que tu as créées dans cette vie. En fait, qu'est-ce qui reste au-delà de ça? Rien. Complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on cultive aujourd'hui, tu vois? Ouais, mais c'est vrai, enfin, on est dans ce contrôle, quoi. Tu vois? Vraiment ce contrôle de je peux contrôler comme si on était, super puissant et qu'on pouvait contrôler notre «fatalité de vie» entre guillemets. Exactement, Ou dire, bah non. Alors, il y a vraiment, pour devenir neutre, en fait, l'un des paliers qui est vraiment accessible, je pense, à beaucoup de personnes, c'est le palier avant le premier stage d'illumination, sachant qu'il y a 4 stages d'illumination. Bon, je ne vais pas déballer toutes les notions. Si vous voulez en savoir plus, vous me ferez signe. Mais avant d'atteindre, Vipassana mène à l'état d'équanimité. Et l'équanimité dans le cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction positive ou négative. J'aime ou j'aime pas ce que je ressens, j'aime ou j'aime pas ça. C'est un état neutre et impartial. Mais pour atteindre cette impartialité intérieure, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde ou qu'on n'apprécie pas les choses ou qu'on ne peut pas être marié, apprécier un repas, etc. C'est juste que le détachement est complet, en fait. Et dans cette équanimité, on est neutre, mais pour être neutre, il faut être naturel. Pour être neutre, il faut être naturel et il faut laisser l'esprit être naturel, les émotions être naturelles. Et en ce sens, ça rejoint même beaucoup de travail des travaux qui sont faits aujourd'hui dans les expériences somatiques, de libération de traumatisme, puisque en pleine conscience, on voit les choses telles qu'elles sont et on apprend à tolérer même l'intolérable. Puis on s'entraîne à être en paix avec ce qui est, en fait. On s'entraîne à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, imagine juste, ou imaginez à toutes les personnes qui nous écoutent, que demain, votre cœur est OK avec peu importe ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Imaginez juste que demain, votre cœur est OK avec ça. Il n'y a absolument rien qui peut venir nous affecter. Et ça, c'est accessible. Et moi, je le vis au cours de la journée. En fait, on peut avoir des états d'équanimité quand la pleine conscience est assez bien cultivée. Je vais avoir des états d'équanimité. Maintenant, ce n'est pas assez fort et puissant pour être maintenu. Il faut que je pratique plus et que je retourne peut-être apprendre les enseignements. C'est un cheminement. Il n'y a pas de pression à avoir, encore une fois. Il y a une ligne finale, mais le timing, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Ouais. Donc, c'est important aussi de mettre un pas après l'autre, créer les bonnes causes pour être en conscience et laisser les choses se faire ensuite d'elles-mêmes. Mais comme tu disais, et comme on l'a compris, il y a cette présence à l'intérieur qui nous fait tout ressentir et commencer à même tolérer l'intolérable. Et j'en ai des blessures. De l'abandon, je peux vous dire, des grands-parents orphelins, une mère abandonnée, un père qui abandonne. Il y en a en fait, et on a tous notre lot de bagages. Et donc, moi, c'est très jeune aussi, c'est cette souffrance qui m'a menée à comprendre
qu'est-ce qui se passe et pourquoi on souffre et pourquoi parfois on vit des choses et ça a l'air injuste et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et aujourd'hui, mon chemin, je l'ai compris et ça peut être le chemin de beaucoup d'entre nous, c'est commencer à accepter et de voir les choses telles qu'elles sont. Et oui, le corps souffre et oui, l'esprit souffre, mais c'est seulement en acceptant cela qu'on peut s'en libérer et être en paix. Mmh. Et aussi, tu sais, il y a quelque chose qui me revient parce que j'avais donc fait une interview avec, un bouddhiste zen, un pratiquant depuis 20 ans et en fait, lui aussi expliquait donc je voulais avoir aussi ton avis sur, toi, enfin ta pratique. Est-ce que toi aussi tu peux ressentir ça? Mais comment dire? Tu sais, ne pas réagir en pilote automatique, des réactions que tu pourrais avoir donc c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure finalement, c'est: «Je ne suis pas cette émotion qui m'envahit, qui m'emporte». Donc face à dans une situation délicate où une personne, par exemple, te parle mal ou vraiment est en colère et cetera, en fait, la posture que tu adoptes naturellement, c'est vraiment cette posture de, «Je ne réagis pas». Comment est-ce que tu l'intègres? Oui, alors déjà, cette posture, pour l'atteindre, il faut travailler. Ouais, c'est sûr, ça vient pas en Demain, claquant on peut pas se dire: «Allez, aujourd'hui, je décide de ne plus réagir à rien». ouais. Et c'est pas le but, en fait. On ne Mmh mh. souhaite pas encore une fois, si on se dit: «Je vais pas réagir», c'est un mensonge, c'est un gros mensonge parce que ça va à l'intérieur, ça va quand même réagir. Ça va bouillir. On Ouais. est d'accord et quand je te disais: «On n'est pas en contrôle», maintenant, on a le pouvoir d'éduquer. On a Mmh. le pouvoir de maîtriser et d'impacter. On a le pouvoir de regarder. Être en pleine conscience, ça veut dire déjà s'entraîner à être en conscience lorsque cette émotion ou cette frustration, parfois pour certaines personnes, c'est beaucoup d'impatience, parfois c'est de l'anxiété, parfois euh, on va décider d'observer cette sensation dès qu'elle est là. Pourquoi? Parce qu'on va aussi observer lorsqu'elle n'est pas là. Mmh. Et là, on va commencer à se dire, attends, là, elle n'est pas là en fait, la frustration. Là, elle est là. Et là, on commence à capter l'impermanence des choses quand même. Est-ce que c'est nous qui avons décidé de se sentir frustrés? Non, elle est arrivée d'elle-même. Donc là, ok, on n'a pas le contrôle. Maintenant, quand elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'entraîner à cohabiter avec elle. Mmh. Moi, je ne cherche pas à supprimer mes peurs, je ne cherche pas à supprimer les petits élans de colère s'il y en a, je ne cherche pas à supprimer les frustrations, je cherche à coopérer avec et à comprendre que, en fait, ça ne sert à rien que j'essaye de les changer parce que potentiellement, ils vont revenir. Et en plus, c'est même pas moi. Je suis pas en contrôle de ça. Donc, je peux aller mettre mon attention ailleurs, en fait. Je peux aller mettre mon attention au-dessus et transcender. Donc, en fait, on est capable, dans ce moment-là, si quelqu'un nous crie dessus, avec de l'entraînement, Mmh. de rester connecté à, OK, qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? On reste connecté à sa respiration. Et là, on prend conscience, OK, il y a eu quelque chose qui m'a stimulé. C'est venu éveiller ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pas de ne pas réagir, c'est pas de se laisser faire, c'est pas, tu vois, c'est pas cette passivité, en fait. C'est plus, est-ce que ça vaut la peine, en fait? Ça vaut la peine. Et il y a une histoire que j'adore du Bouddha où le Bouddha était en train de livrer un enseignement et une personne est arrivée en colère et s'est mis en colère contre le Bouddha. Et le Bouddha lui dit, alors je raconte pas l'histoire exactement comme elle a été écrite, mais bon, je vais vous transmettre l'idée. Le Mmh. Bouddha lui a dit, globalement, tu vois, ta colère, c'est comme un cadeau que tu portes entre tes mains et je décide de ne pas le recevoir. Où est-ce que le cadeau est maintenant? Il reste entre les mains de la personne. Mmh. C'est-à-dire que la personne qui va nous infliger sa colère, c'est sa colère à elle. Et nous, en tant que personne, on a le droit de ne pas accepter le cadeau que cette personne nous fait. En ce sens, c'est la charge de la personne. Mmh. Et quand le Bouddha ne réagit pas à cette invitation, il ne dénigre pas la personne, ou il n'y a pas d'arrogance, il prend juste ce recul et il laisse juste la personne prendre conscience elle-même que c'est sa charge, c'est sa propre réaction. C'est son propre cadeau qu'elle s'offre à elle-même, cadeau empoisonné. C'est donc, ça. donc, en fait, c'est vraiment s'entraîner à... Et c'est pas être passif. Ouais. Et le mot à retenir dans cette pratique, c'est savoir. Le Mmh. Bouddha ne disait pas faites, Ouais. changez, même pratiquer. Peut-être qu'il le disait, mais dans les enseignements que je transmets, on nous dit de savoir ce qu'il se passe moment à moment dans le corps et dans l'esprit. D'accord. Mmh mh.
Et pour savoir, on va choisir un objet pour nuancer. Et ça, tout le monde peut l'utiliser. Moi, c'est le corps qui respire. Ça peut être un objet physique qu'on tient dans la main ou bien un mantra qu'on se répète dans son esprit tout au long de la journée. Ils utilisent Budo, 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 Budo. Et l'idée, c'est de créer la nuance entre quand on est complètement perdu dans nos pensées, donc là, on est dans l'absence, et on revient à cet ancrage pour revenir en présence de ce qu'il se passe et pouvoir savoir ce qui se passe en nous. Wow. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Léa. Mais alors, tu vois, on a passé presque toute, tout le podcast à parler de pleine conscience. Quelque part, je m'en suis doutée. Mais pour terminer sur ce podcast, peut-être qu'on pourrait, allez, on va faire une brève explication peut-être de ce qu'est le Reiki et de, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique? Oui, alors le Reiki, une personne qui travaille avec le Reiki peut capter, canaliser l'énergie de force de vie et se la transmettre à soi ou à l'autre. Et donc, c'est simplement utiliser la force de vie universelle qui anime toute chose vivante dans ce monde et venir l'infuser dans le corps ou l'être de la personne pour venir réactiver, ça peut être sur l'aspect physique, les organes, sur l'aspect mental, émotionnel, la clarté d'esprit, la gestion des émotions. Ça peut être pour réouvrir le cœur. Ça vient vraiment agir par les portes des chakras. En tout cas, pour ma part, pour ma pratique, je vais travailler sur les 7 chakras principaux, parfois plus, mais on va venir infuser l'énergie pour réactiver et réharmoniser l'énergie dans les corps principaux de l'être. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Moi, alors dans ma pratique, je vais capter des messages. Donc, je vais capter les émotions de la personne. Je vais capter un petit peu où est-ce qu'elle en est dans son cheminement. Je vais capter peut-être les besoins, les messages des guides. Et après, je travaille sur un travail émotionnel aussi. C'est-à-dire que je vais inviter la personne à en parler, à libérer certaines émotions bloquées, à prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est vraiment un mélange d'énergétique, thérapeutique, émotionnel. D'accord. Et voilà, c'est un travail de libération, d'harmonisation, d'activation, de retour à de la lumière, à quelque chose de plus grand, à quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Donc, c'est réinviter le divin en soi et venir aussi adresser ces parties d'ombre qu'on n'a pas, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'ose pas ressentir, qu'on a peur de ressentir. Et j'utilise aussi la pleine conscience en même temps pour permettre à la personne de mettre le doigt sur les choses qui ont besoin d'amour, en fait. Parce que guérir, qu'est-ce que c'est? C'est apporter de l'amour dans les zones où il n'y a pas assez d'amour, tout simplement. Donc voilà, le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est appliquer de l'amour. C'est beau. On va terminer sur cette En belle. conclusion, voilà. Super, mais en tout cas, toi, donc tu peux aussi bien sûr, travailler à distance, tu fais des soins à distance, comme tu es nomade, donc c'est vraiment, comme ça qu'on peut te contacter sur les réseaux, sur un site internet. De toute manière, je mettrai tout en bio, comme ça, bien sûr, pour les auditeurs et les auditrices, qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à contacter Léa et puis n'hésitez pas aussi à partager, ce magnifique podcast. En tout cas, moi, il m'a inspirée. J'espère qu'il vous aura aussi diffusé de l'énergie positive pour commencer cette belle journée parce que le podcast sort le matin. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Léa. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci tout le monde. Au revoir, à bientôt.